Bonjour Philippe, je Bonjour. suis ravie que tu sois là au sein des Rencontres Remarquables parce que je souhaitais aborder avec toi un sujet qui me tient à cœur et bien sûr le thème c'est les enfants. Tu sais comme moi que nous abordons un grand virage Mhm, sociétal, planétaire mhm. et les 2 années que nous avons vécues ont été difficiles notamment pour les enfants dont la plupart ont décroché. J'aimerais apporter un petit éclairage aux parents et aux éducateurs sur le décrochage parce que parfois il peut amener quelque chose de beau, de lumineux, un vrai cadeau. Et je voudrais que tu parles, que tu témoignes de toi, de ton enfance, parce que tu as été toi-même un enfant qui a décroché. Oui, j'ai vécu un décrochage scolaire entre la cinquième et la quatrième, qui a amené le conseil de classe à me diriger en seconde technique au lieu de la seconde scientifique qui me convenait, mais qui s'est résolu ensuite, c'est-à-dire que j'ai été réenvoyé en première et surtout en terminale scientifique, en terminale C ou S, je ne sais plus. Et parce que finalement, en technique, il s'avérait que j'étais trop bon en maths et en physique, en fait. Donc, du coup, ils m'ont remis. Mais bon, j'ai quand même eu ce décrochage qui était plutôt dû au fait que j'avais de mauvaises notes en langue, en français aussi, etc. Et que ce que j'avais comme bon résultat en mathématiques ne suffisait pas pour compenser. Et en fait, ce décrochage, il était dû au fait que 2 ans auparavant, enfin à peu près quand j'étais en cinquième, quatrième, je ne sais plus exactement, je m'ennuyais de plus en plus en classe et que je partais dans des rêveries. Donc si on n'écoute pas le début, on ne comprend pas la suite, donc on continue à rêver. Si on a l'impression d'anticiper ce que le prof va dire, on n'écoute pas, etc. Mais c'était parce que, en fait, l'enseignement était plutôt ennuyeux. Et en fait, à cette époque-là, en plus, pour aggraver la situation, mais pour finalement, ça a quand même été une chance, j'ai découvert des livres de philosophie et de mathématiques dans une ruine. Et du coup, j'ai lu du Descartes à l'âge de 13 ans, 13-14 ans, et ça m'a passionné. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que si je décrochais, c'est pas parce que je n'étais pas intelligent, quoique j'ai commencé à douter, hein. C'est parce que l'enseignement ne me convenait pas. Et quand j'ai vu que Descartes me passionnait, vraiment j'avais la sensation de découvrir vraiment la profondeur, le sens des choses, ce qu'il fallait vraiment. Du coup, j'ai commencé à comprendre que ce qui nous était enseigné, ok, c'était des choses qu'il fallait savoir, mais de manière opérationnelle pour pouvoir les utiliser, mais pas reliées véritablement dans Descartes, on remet en question toute la nature de la réalité, on va vraiment en profondeur. Et moi, j'avais besoin d'apprendre ce genre de choses. Mais bon, et la chance que ça m'a donné, c'est que donc du coup, je recherchais des livres en complément de ce qui nous était enseigné en classe. J'allais beaucoup plus loin. Voilà, ça m'a permis donc de ne pas me laisser trop formater par l'école et de développer mon intuition, en fait. Puisque je complémentais, bien sûr, je perdais un petit peu à ne pas trop écouter en classe, mais je gagnais à découvrir le sens de l'enseignement à l'extérieur. Ce sens, tu en avais besoin pour comprendre et puis pour avoir ensuite des résultats. C'est-à-dire, Donc voilà, ton ressenti te disait, c'est ça qu'il me faut. je voulais comprendre pourquoi est-ce qu'il fallait savoir telle chose. Et ça ne nous était pas enseigné, donc il fallait aller le chercher
En sciences, dans l'histoire, par exemple, dans l'histoire, on n'enseigne pas l'histoire des idées. Moi, j'aimais pas l'histoire en général. Enfin, l'histoire géo, j'aimais pas tellement. Mais par contre, en sciences, en physique, j'aurais aimé connaître l'histoire pour savoir comment naissent, pourquoi est-ce que telle connaissance est importante, etc. Donc, je recherchais ça dans les livres. Et du coup, j'ai été en contact avec ce qui est plus fondamental dans les champs de connaissances. Donc, et par exemple, en lisant Descartes et d'autres auteurs, philosophes, autres physiciens même, je me suis aperçu, j'étais hanté entre l'âge de 13 ans et 17 ans par la question du déterminisme et du hasard. Parce qu'il y a une contradiction entre le hasard et le déterminisme. Le déterminisme, c'est l'idée que tout est parfaitement déterminé à partir du passé. Et le hasard, c'est justement ce qui vient contrer ce déterminisme, et il fallait résoudre le problème. Et c'était à l'époque où la mécanique quantique commençait à se développer. Elle n'était pas encore démontrée, mais il y avait quand même il y avait quand même des livres très intéressants. Est-ce que c'est le chercheur en toi, celui qui aime découvrir, comprendre, disséquer, qui t'a emmené vers ce terrain-là, ou est-ce que c'est ce ressenti dont tu me parles qui t'y conduit? Comme l'enseignement est trop réduit à la substantifique moelle qui va servir à... C'est de la mémoire, de ce qu'il faut savoir, et on trop déconnecté du sens. Effectivement, quand on recherche le sens, et qu'en plus, du coup, on lit des livres qu'on ne comprend pas forcément, on a une grande quantité d'informations à assimiler, et là, le ressenti, il est fondamental. C'est-à-dire que, à l'école, on nous enseigne un contenu qui est bon pour le mental, pour apprendre à raisonner, il faut que ce soit cohérent. Mais si on veut vraiment saisir l'ensemble d'un champ de connaissances, il faut aller chercher là où ces connaissances deviennent ambiguës, là où elles peuvent être remises en question, comment elles sont arrivées là, pourquoi est-ce qu'on en fait quelque chose d'important, quel est le sens. Et donc, pour apprendre tout ça, on ne peut pas utiliser le mental, c'est plutôt le ressenti. En général, le mental, il a besoin d'un cadre. D'accord ? Il a besoin d'un cadre pour pouvoir justement raisonner sur un ensemble cohérent. Ce cadre, il est composé de dogmes. Par exemple, en physique, et j'en parle très souvent, on peut considérer qu'il y a 4 principes ou dogmes, que sont le déterminisme, la causalité, la matérialité et le hasard. D'accord ? À partir de là, on peut utiliser des équations. Si on enlève un mur, un dogme, les équations ne sont plus valables. D'accord ? Et en général, toute discipline rajoute son propre cadre à l'intérieur de ce grand cadre de la science. Et c'est comme ça qu'on arrive à raisonner de façon cohérente. Mais si on veut vraiment appréhender le champ de connaissances complet, il faut aller là où c'est pas cohérent, il faut aller... et donc c'est là que le ressenti, l'intuition, l'émotionnel intervient pour se faire une idée plus large du champ de connaissances. D'accord. Mais alors comment tu fais, toi? Je sais que tu te balades aujourd'hui pour être en ouverture vers cette intuition. Est-ce que tu le savais à l'époque? Est-ce que c'était... Non, non. À l'époque, moi,
je ne m'interrogeais pas sur ces questions-là. Je les analyse maintenant comme ça. Non, à l'époque, disons que je complémentais l'enseignement scolaire par mes propres recherches qui me permettaient de découvrir le sens de cet enseignement, ce qui m'a permis de développer cette intuition. Et l'intuition, c'est quelque chose qui... bon, il y a deux sortes d'intuition. Il y a deux sortes d'intuition. Il y a l'intuition qui vient de l'expérience. D'accord ? Et il y a une autre sorte d'intuition dont on reparlera tout à l'heure, si tu veux, qui implique une transcendance. D'accord ? Moi, à l'époque, quand j'étais jeune, c'était plutôt l'intuition liée au ressenti de tout ce qu'on pouvait apprendre dans les livres, des livres qui dépassaient d'ailleurs mon niveau, mais on en récupère toujours quelque chose, et c'est la synthèse de toutes ces lectures dans lesquelles j'essayais de comprendre quelque chose qui faisait appel à l'intuition, au ressenti intuitif. D'accord ? Ça, cette intuition-là, c'est quelque chose qui résulte de toutes mes expériences de lecture, et c'est quelque chose qui est difficile d'analyser, mais c'est quelque chose qui est très important. C'est à cheval entre le cognitif et l'émotion ? Alors, oui, moi je range l'intuition, enfin j'aime bien utiliser le mot, c'est-à-dire que voilà, la conscience, elle a deux pôles. Elle a un pôle mental qui est lié à l'espace, au spatial, et elle a un pôle émotionnel qui est lié au vibratoire, au temporel. D'accord ? La science réduit tout au mental, en oubliant complètement l'intelligence émotionnelle. Et je range l'intuition dans l'intelligence émotionnelle. En fait, bon, je parle dans mes livres de 3 niveaux de la conscience. Le niveau physique, le niveau psychique qui correspond à la conscience du temps présent, et le niveau subconscient, voire spirituel, qui est inconscient. Et donc, au premier niveau, donc je range dans la notion d'émotionnel les informations de ces 3 niveaux. Il y a les sensations, donc les tripes, c'est quand même arrangé dans l'émotionnel. Il y a les sentiments, le cœur, donc là c'est le niveau de la conscience. Et il y a le cerveau droit, les intuitions, qui viennent, qui semblent sortir de l'inconscient. On ne sait pas trop si ça vient du cerveau ou pas, si ça vient de ce qu'on a appris, de notre expérience ou pas. Il peut y avoir de la transcendance. Et donc, pour acquérir du discernement, on a besoin d'un bon équilibre entre le mental et l'émotionnel. Si on vire l'émotionnel comme c'était le cas, comme c'est le cas durant cette crise depuis 2 ans, où là, les scientistes ont pris le pouvoir. On se retrouve dans un déséquilibre complet, où là, c'est le dogmatisme qui s'impose, quoi, et hyper simplificateur, hyper réductionniste. Donc, alors qu'on a une crise devant laquelle il est nécessaire d'utiliser l'intelligence émotionnelle, justement parce qu'elle est trop complexe. C'est-à-dire que l'information sur le virus, on n'en avait pas beaucoup au départ. D'accord ? Il fallait prendre toutes les informations et puis faire une synthèse intuitive, à mon sens, pour savoir quelles étaient les meilleures mesures à prendre. Mais ce qui a été fait, c'est partir d'une volonté d'aboutir d'ailleurs à une certaine finalité, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui a fait écarter tout ce qui n'était pas conforme au dogme. Et donc voilà, donc là il y a eu ce réductionnisme qui a conduit au covidisme, alors que le discernement aurait impliqué une intelligence beaucoup plus synthétique. C'est-à-dire que le mental,
mental, l'intelligence du mental, elle utilise la logique et l'analyse. Et elle rajoute la rigueur pour fabriquer un cadre cohérent. La rigueur, c'est, on dit que c'est très bien, mais on oublie que ça impose un cadre, avec des hypothèses qui peuvent être mises en question. Et de l'autre côté, l'émotionnel, lui, pour aboutir au discernement, il utilise la subtilité et l'intuition. On commence à rentrer dans le ressenti. La subtilité, c'est quelque chose qui peut être appréhendé à la limite par le mental, par la science, mais on sent que ça commence à devenir compliqué. Et quand ça devient trop compliqué, c'est l'intuition. Et quand l'intuition elle-même commence à devenir non véritablement explicable, c'est la transcendance. Donc on a d'un côté des informations du mental qui impliquent la logique, l'analyse et la rigueur, et de l'autre côté des informations émotionnelles qui impliquent la subtilité, l'intuition, voire la transcendance. Parce qu'il existe un deuxième type d'intuition donc tout à l'heure je parlais de l'intuition qui vient de l'expérience, et il existe un deuxième type d'intuition qui vient c'est-à-dire on ressent un eureka, on ressent des informations, et parfois il y a des intuitifs qui ont des perceptions littéralement extrasensorielles. Bon, moi je ne sais pas si mes perceptions intuitives sont extrasensorielles ou pas, mais ce que je sais, parce que j'ai écrit des livres là-dessus, c'est qu'il y a forcément de la transcendance puisqu'elle déclenche des synchronicités. Bon, ça c'est la théorie que je développe, dont on ne va pas parler ici. Et donc, dans ce type d'intuition, qui a besoin que le mental décroche complètement, qui a besoin d'un lâcher-prise, etc., effectivement, moi je fais de la randonnée, etc. Et quand j'ai besoin de résoudre un problème, je m'imprègne bien du problème, et pendant une randonnée, je peux avoir des idées qui me permettent de résoudre ce problème, et dont ces idées peuvent être de nature, peuvent provenir de mon expérience, ou alors, de temps en temps, elles peuvent être un peu magiques, si on peut dire. Oui, parce que les publications que tu as faites par la suite vont plus loin. Lorsque la synchronicité s'en mêle, par exemple. Exactement, qui viennent confirmer ce que ton intuition te donne. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, bon, je vais pas... Parlons un peu de la synchronicité, parce que là, il y a un rapport entre la synchronicité et l'intuition. Eh oui. Pour moi, synchronicité et intuition, c'est la même chose, sauf que la synchronicité, c'est une information qui débarque dans la réalité, dans l'environnement, alors qu'une intuition, c'est une information qui débarque dans le cerveau. Mais du point de vue de la conscience, c'est pareil. Ça débarque dans la matière. Dans la matière. Donc moi, c'est ce type d'intuition qui me passionne. Donc, alors une synchronicité, c'est quoi? C'est lorsque un événement se produit dans la réalité et qui met en jeu des coïncidences étranges, très très difficiles à expliquer par le hasard, et qui en plus semble répondre à un état d'esprit, une préoccupation, une question, un peu comme si l'environnement venait, voilà, était un peu une extension du cerveau. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une synchronicité que tu as vécue? J'ai vécu énormément de synchronicités de différents types. J'ai vécu des synchronicités de type numérique. C'est avec le nombre 22 ou 44 qui revient très souvent, avec ce que j'ai appelé des quadruples 22, mais ça, c'est pas quelque chose qui est véritablement... ça peut venir en partie d'une projection du mental, mais à force de s'approprier cette idée que l'on produit des situations où les mêmes nombres reviennent souvent, on finit par le créer réellement. Même si ça peut au départ être une projection. Mais les synchronicités les plus importantes, alors bon, là, ce sont des choses qui sont plus difficiles
à raconter. Bon, moi, la plus, la plus, la plus importante probablement de ma vie, c'est ma synchronicité avec 6 papillons qui débarquent un jour, qui font un chambardement à l'entrée de la maison, qui semblent vouloir rentrer, des gros papillons, des énormes papillons, les plus gros papillons d'Europe. Et donc je les ai photographiés, etc. Et puis ce jour-là, en fait, la veille, je m'étais posé une question et j'avais vécu le comportement extrêmement étrange de 3 chevaux. Et un ami qui m'envoie un mail le matin, même où il me parle de 3 chevaux en les nommant, alors que ça n'avait rien à voir. J'avais l'impression que je lui avais parlé de ça, mais je ne lui en ai jamais parlé. Il me souhaitait la Saint-Philippe. Et puis le comportement très étrange de trois chamois, cette fois-ci vécu par ma compagne, etc. Et en fait, et c'est les 6 papillons qui reviennent le lendemain, mais 3 qui rentrent dans la maison et que je vais chercher à la main pour les remettre dehors, etc. Enfin, et puis d'autres choses que j'oublie. Tout cela avait finalement une signification absolument époustouflante, totalement époustouflante, en réponse à la question que je m'étais posée la veille et qui m'a ensuite conduit à faire un choix très important, d'ailleurs, pour ma carrière. Ah, Voilà. tu m'intrigues. Donc, est-ce que c'était dans le symbole du papillon? Est-ce que c'était dans le chiffre 3? Il y avait, alors le papillon, c'est le symbole de l'âme. Oui. Le papillon, c'est aussi la vibration. D'accord? Et 6 papillons, ça symbolisait les 6 dimensions vibratoires. Les 6 dimensions vibratoires dont j'avais parlé dans mon premier livre, La route du temps, en faisant référence à la théorie des cordes. D'accord. Parce que la théorie des cordes, elle introduit 6 dimensions vibratoires, dont dans mon premier livre, je faisais usage pour expliquer justement cette transcendance, qui ensuite aboutit à la flexibilité de l'espace-temps. Et je n'imaginais pas à l'époque que j'arriverais à démontrer ça par mes propres calculs. C'est-à-dire que je ne savais pas, avant de vivre cette synchronicité, que je pouvais, avec mes calculs de billard, mettre en évidence ces 6 dimensions vibratoires. Et en fait, cette synchronicité m'a conduit. Je me suis demandé au début, mais que voulaient dire ces papillons? Ah oui. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que ça me renvoyait le modèle de la conscience que je venais de publier dans mon livre La physique de la conscience, avec les 3 chevaux qui symbolisaient les 3 dimensions du véhicule, les 6 papillons qui symbolisaient les 6 dimensions de l'âme, en 2 parties, intérieur, extérieur, les 3 qui revenaient le lendemain venaient à l'intérieur, et les 3 chamois qui symbolisaient l'esprit, parce que j'avais toujours dans le même livre symbolisé l'esprit par le sommet d'une montagne, qui ensuite a le pic de l'esprit, justement. Ouais. Donc, les animaux venaient me renvoyer mon modèle de la conscience, et donc je me disais, mais il faut que je fasse quelque chose de cette information. Et donc, quand j'ai compris que effectivement, ce qui comptait, c'était les 6 dimensions vibratoires, je me suis demandé, mais quoi, je ne vais quand même pas étudier la théorie des cordes. Et puis m'est venue cette idée d'étudier, donc de réfléchir, parce que du coup, ça m'a amené à réfléchir comment je pourrais, par mes propres moyens, démontrer l'existence de ces 6 dimensions. Eh bien, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé durant l'été qui a suivi, et j'ai annoncé à mon collègue à la rentrée, Marc, on va faire une publication sur les 6 dimensions. Et il a bien accueilli l'idée, j'ai fait les calculs, ça a été très complexe. Ça a été un gros boulot, et j'ai réussi à publier ça par 2 fois d'ailleurs, dans la belle revue Annals of Physics. Donc c'est la synchronicité probablement l'une des plus importantes de ma vie, puisque bon, j'en ai vécu d'autres qui m'ont amené à déménager, enfin à découvrir la maison que j'habite aujourd'hui. J'ai vécu des synchronicités en fait avant d'écrire chacun de mes livres.
chacun de mes livres, j'ai écrit 4 livres, enfin un peu plus si enfin disons 4 livres importants, et chacun a été précédé d'une avalanche de synchronicité. Bon, le dernier, Le Grand Virage, c'est pas une synchronicité personnelle, c'est une synchronicité collective. C'est mon analyse de la crise, du Covid, en faisant intervenir, bon là je ne vais peut-être pas en parler parce que c'est un peu compliqué, ça va nous mener trop loin. Donc si je comprends bien, eh bien on part de l'ennui finalement, d'un décrochage, d'une quête, et puis le fil conducteur c'est le ressenti à chaque fois, et j'ai la sensation que ce ressenti t'emmène vers une révélation pour toi, à savoir faire confiance en ton intuition. Oui. Et à partir de là, tu vas innover, tu vas développer, créer. Ça t'a donné cette confiance, cette base, comme quoi il y avait quelque chose où tu pouvais te sentir en sécurité pour pouvoir ensuite te propulser, quoi, finalement. Oui, en fait, c'est la base de la créativité. La recherche de sens, c'est un peu comme la recherche de solutions. Parce que moi j'ai toujours aimé relever les défis. Relever un défi, ça veut dire, par exemple, bon, dans ma carrière j'ai beaucoup innové et je choisissais les problèmes qui paraissaient impossibles à résoudre. D'accord ? Et j'ai beaucoup utilisé donc l'informatique parce qu'à l'époque l'informatique explosait. Donc ça fournissait une nouvelle approche pour inventer de nouvelles solutions aux problèmes, etc. Et donc c'est ça qui m'a permis donc d'exprimer ma créativité en relevant des défis. Je pense que si j'avais pas eu cette recherche de sens dans ma scolarité, en allant chercher dans les livres l'information dont j'avais besoin pour comprendre les choses de plus haut, j'aurais pas pu avoir cette créativité qui venait du fait que je me lançais dans des projets pour lesquels je n'avais pas forcément des compétences. Mais ça ne me dérangeait pas, parce que j'allais chercher dans les livres les compétences en question. Je ne disais pas, bon ben non, tu n'as pas le niveau scolaire, tu n'as pas le niveau pour résoudre tel problème, parce que par exemple tu ne connais rien en électronique, donc tu ne devrais pas te consacrer à ça. Et ben j'apprenais l'électronique dans les livres. Okay. Ou alors, j'avais un collègue ingénieur à l'époque, en électronique, je lui posais des questions. Je récupérais ses connaissances. Ses connaissances. Mais si je n'avais pas cette habitude, si je n'avais pas pris cette habitude de rechercher le sens, de complémenter ce qu'on est censé savoir par une recherche personnelle, pour voir les choses de plus haut ou de plus profond, ben, je ne pense pas que j'aurais été capable d'innover, je n'aurais pas eu cette créativité. Donc c'est très important pour les enfants, je pense, dans la scolarité, de les inciter, de les inviter à remettre en question ce qu'on nous apprend, de les inciter à complémenter ce qu'on leur apprend, à faire leurs propres recherches. Hein, et ce qui implique que ce ne soit pas maîtrisé par les enseignants. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'aller chercher l'information complémentaire où ils veulent. Et il ne faut pas chercher de la cohérence là-dedans. Parce que sinon, on aboutit à un système de répétition, etc. Et puis, donc, il faut inviter, à mon avis, les enfants à faire des recherches par eux-mêmes, dans les librairies, ou en posant des questions à des personnes qui sont compétentes, enfin de différentes façons, et qui ne sont pas forcément, qu'on peut pas réduire. C'est-à-dire il faut les encourager à... par exemple, on disait, et moi j'étais gêné par ça, on disait qu'on ne devrait pas apprendre quelque chose si on n'a pas au préalable appris
si on n'est pas passé par différentes étapes. C'est-à-dire que ça peut faire mal, ça peut ne pas être bien, de ne pas avoir suivi toutes les étapes, sinon on risque de mal comprendre si ça dépasse le niveau qu'on a, etc. Ben moi je pense que ça c'est faux. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est vrai dans une optique purement mentale. Mais en réalité, comme j'expliquais tout à l'heure, le discernement, il a besoin d'un équilibre entre le mental et l'émotionnel. Alors le mental, c'est vrai, il a besoin qu'on respecte les étapes d'assimilation, il faut comprendre ça avant de comprendre ça, et puis ça, etc. Mais l'émotionnel, lui, il n'a pas besoin de cet ordonnancement. L'émotionnel, au contraire, il a même besoin de savoir d'avance où est-ce qu'on veut en venir. L'émotionnel, l'intelligence émotionnelle, a besoin d'appréhender la finalité, de ressentir où ça mène, où mène un enseignement, de voir d'avance le sens. Donc du coup, on peut encourager les enfants à faire des recherches dans des livres qui dépassent leur niveau. Il n'y a pas de raison. Parce que à partir du moment où c'est par le ressenti qu'on acquiert l'information. Alors il ne faut pas, évidemment, aller extraire des phrases de leur contexte, parce que là, c'est une mauvaise action du mental. Il faut rester dans la synthèse. C'est-à-dire que être incompétent, essayer d'acquérir des compétences alors qu'on n'a pas le niveau, en allant chercher dans des livres qui vous dépassent, c'est pas gênant, à condition d'apprendre par le ressenti, à condition d'utiliser l'intelligence émotionnelle, l'intuition, toutes ces choses-là, ce qui permettent de voir entre les lignes ce qui est plus subtil, etc. Donc ça, c'est très très important. Moi, c'est comme ça que je me suis sauvé. C'est comme ça que j'ai sauvé ma scolarité. C'est comme ça que j'ai appris, que je suis devenu créatif, que j'ai appris à innover. Et c'est comme ça que j'ai fini par découvrir que dans les informations qu'on acquiert de cette manière-là, il y a aussi de la transcendance. Il y a aussi une relation avec plus grand que soi, avec le soi, justement, qui produit des manifestations incroyables. Il faut vraiment expérimenter ce ressenti, avoir confiance en cela, avoir une vision globale, intuitive de ce qui est donné, et surtout savoir lâcher prise si on ne comprend pas dans le détail. Parce que le cerveau continue après. Oui, disons que le lâcher prise, c'est le lâcher du mental. Hein. Ouais. L'intelligence émotionnelle, elle prend tout. Okay. Elle prend tout. Si c'est pas cohérent, c'est pas gênant. Voilà. Et dans le cas de la crise du Covid, on a eu énormément d'informations contradictoires de tous les côtés. Eh bien, si on avait utilisé, si nos dirigeants avaient utilisé leur intelligence émotionnelle, s'ils en ont, si tant est qu'ils en ont, ils auraient pu prendre les décisions optimales, avec le maximum de discernement. On a fait exactement le contraire. On a sélectionné l'information qui arrangeait les décisions politiques et on a censuré tout le reste. Ce qui fait sens dans cette période-là, je pense que tout à chacun il trouve son angle, son point de vue, avec plus ou moins de recul en fait. Oui. Et le recul, j'imagine que c'est en lâchant prise sur le mental qu'on pourrait l'avoir. Le cerveau, on a un cerveau, bon, on dit c'est pas exactement comme ça, mais les fonctionnalités sont réelles. On a un cerveau gauche, un cerveau droit. Bon, le gauche n'est pas forcément à gauche, le droit, ça on simplifie. Le cerveau gauche, c'est donc l'intelligence analytique, et le cerveau droit, c'est synthétique. D'accord ? Donc on a besoin de faire converger les deux. Okay ? Le cerveau gauche, donc le mental, va avoir besoin de trier, de spatialiser, de dire non, ça je prends pas, ça je prends, etc., de trouver la cohérence qu'il y a là-dedans.
et puis de partir d'hypothèses de départ, donc qui vont conduire à des dogmes pour ensuite arriver à avoir quelque chose de logique et cohérent sur lequel on peut travailler, qui va permettre de prendre des décisions. Et ça, on a vu que ça peut justement ne pas être la bonne méthode. Le cerveau droit va faire exactement le contraire, va prendre toute l'information, voir les choses de haut. D'accord ? Et par l'intermédiaire du ressenti, le ressenti, à la différence du mental, le mental, l'information, elle est d'ordre spatial, le ressenti, elle est d'ordre vibratoire. On peut symboliser le mental par une séquence d'images ou de symboles ou d'instructions informatiques, etc. Alors qu'on va symboliser l'émotionnel, l'information vibratoire, par un signal qui peut être une sinusoïde. Enfin, une sinusoïde, c'est trop simple. En réalité, on a du multidimensionnel. On a plusieurs niveaux. Et le ressenti est adapté à la recherche de sens. D'accord ? La recherche de sens, ce n'est pas le sens qu'on perçoit, c'est aussi le sens qu'on donne aux choses. C'est le sens avec une intention sous-jacente. C'est-à-dire que quand on recherche un sens, on a toujours quelque part envie d'aller vers une destination. D'accord ? Ça peut être simplement apprendre, mais ça peut être aussi apprendre, mais même apprendre tout seul, non. Il faut toujours, par exemple, apprendre en ayant vu soit qu'est-ce qui pourrait déconner là-dedans, quels sont les dogmes sous-jacents, etc. Ou alors apprendre en vue de comment utiliser cette information, comment utiliser ce savoir, etc. Donc il y a toujours une intention sous-jacente qu'on a tendance à oublier et qui explique pourquoi la recherche de sens, c'est pas seulement percevoir, c'est aussi donner du sens. Okay. D'accord ? Donc il faut... je pense que ça, c'est important. Et ce sens qu'on donne aux choses ou qu'on perçoit, il est vibratoire. Il a une essence, il est d'essence vibratoire. Alors, ça ne veut pas dire que le mental ne va pas pouvoir s'en emparer. Quand on a une intuition, elle débarque. Elle commence par une sensation de joie. J'ai trouvé, Eureka. Okay. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? Ouais, mais une intuition, ça a besoin d'être décodé. Si le mental se jette dessus, il va la déformer, et ça risque de devenir une mauvaise intuition. C'est lors du décodage qu'une intuition qui peut être bonne devient mauvaise. Donc, il ne faut pas se presser. Moi, par exemple, quand je lis, et ça, j'ai appris à faire ça dans ma jeunesse, quand je lis un livre et que je comprends quelque chose et que ça me fait plaisir, waouh, je m'empresse de l'oublier. Parce qu'il va y avoir d'autres moments dans le livre où je vais peut-être lire des trucs qui vont me faire plaisir. Il va falloir que je m'empresse à nouveau de l'oublier. Parce que si jamais je décode trop vite l'information vibratoire, intuitive, qui me procure cette joie, le mental va s'en emparer, il va la déformer, et après je vais rester là-dessus. Je vais dire, voilà ce qui est, voilà la vérité, voilà ce qui fonctionne, etc. Mais tu peux le figer, quoi, finalement. Je vais figer les choses. Alors que si je m'empresse d'oublier, parce que il faut rester dans le ressenti. Si je m'empresse d'oublier, que je continue ma lecture et que je découvre encore une information super intéressante, je vais pouvoir faire une synthèse intuitive de l'ensemble qui va me faire rentrer dans un processus de maturation, et seulement après le mental va s'en emparer pour créer quelque chose de cohérent. Mais parce qu'il y aura la phase de maturation qui aura été respectée. Moi, je ressens les choses comme ça. Au début de la phase de maturation, je ressens encore mon incompétence. Je sais que je me lance dans un projet qui me dépasse. Je décide que je vais y arriver. Mais pourquoi ? Parce que je sais que je vais rentrer dans une phase de maturation au cours de laquelle je vais petit à petit trouver les solutions. Alors au début de cette phase,
j'ai un problème de confiance. Je me dis, ouais, mais tu t'as déconné, tu vas jamais réussir à résoudre ce problème, c'est pas possible, ça dépasse tes compétences. Et j'essaye malgré tout, mais si, il faut y croire, il faut y croire. Donc voilà, je cherche. Ah tiens, là je commence à trouver un truc qui me rassure un peu. Hein. Peut-être que, après tout. Et voilà, et c'est seulement à force d'accumuler donc les connaissances je les donne pas d'abord, je nourris pas mon mental avec, hein, je fonctionne au niveau du ressenti, hein, que à un moment donné, ben voilà, là je sens que je commence à comprendre comment je vais faire, et là, ok, après une maturation, ok, je donne au mental, et là je structure toute la solution. Et là c'est du travail, après c'est du travail, c'est automatique. Et là c'est par exemple le développement informatique. Mais avant de rentrer dans le développement informatique pour réaliser une solution, j'ai développé des choses quand même assez puissantes, hein, des cerveaux électroniques, des réseaux de neurones, des choses comme ça, des systèmes de vision artificielle, avant qui paraissent complètement, je veux dire, on m'aurait dit avant de le faire que j'arriverais à faire ça, je n'aurais pas cru. Hein. C'est parce que on a du mal à imaginer avant de le faire qu'on peut arriver à rentrer dans un processus de maturation qui va finalement nous faire découvrir les compétences qu'on n'avait pas. Alors j'entends dans ce que tu dis les doutes. Et ce qui est bon aussi pour le discernement, mais tu as une interrogation sur tes capacités, mais tu fais quand même. Et la plupart des gens, on le voit bien, vivent dans la peur. Oui. Et peut-être qu'ils peuvent utiliser ce qu'ils pensent être l'intuition en donnant sens à ce qui se passe sous l'égide de la peur et filtrer l'expérience d'une mauvaise manière. Oui, alors si on a peur, on est dans les choux. Hein. La peur est une vibration basse. Ouais. À l'opposé de la joie, c'est l'intuition, elle est transportée par la joie. Elle ne risque pas d'être transportée par la peur. Donc si on a trop peur, il faut laisser tomber. C'est que ce n'est pas de l'intuition. Ah non, ça c'est pas possible. Voilà. Et si à partir du moment où on ressent un inconfort à l'intérieur de soi... Alors, c'est normal, quand on se lance dans quelque chose qui vous dépasse, il y a un inconfort. Moi, je suis en permanence dans l'inconfort. Je prends des décisions d'après mon ressenti. Ensuite, mon mental, du coup, il a peur. Non, ne fais surtout pas ça. Et alors, j'ai une technique, c'est que je m'oblige à le faire. Comme je fais plus confiance à mon ressenti qu'à mon mental, que le mental, il ne sait pas comment tu vas résoudre le problème, donc il a peur. Mais si mon ressenti me fait ressentir une joie qui me dit « tu dois faire ça », alors qu'est-ce que je fais? Alors que ce soit, quelle que soit la chose, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'annonce que je vais le faire. Et là, le mental, il ne peut plus rien dire. Donc, parce qu'après, c'est l'ego. Si jamais tu ne le fais pas, tu vas te ridiculiser, parce que tu l'as annoncé. Et du coup, je m'oblige à faire les choses. D'accord. Parce que sinon, le mental va me faire... tu vois, c'est... Oui, tu le court-circuites. Je court-circuite la censure du mental. C'est ça, en amont. Voilà, pour éviter d'avoir peur, et comme je sais d'expérience qu'on s'en sort tout le temps, à partir du moment où on part où l'intention de départ elle est bonne, hein, parce que j'ai beaucoup écrit sur l'intention. Il faut que l'intention de départ soit captée en provenance du soi, qu'elle apporte une joie, et là cette intention elle est saine. Si c'est l'intention de gagner de l'argent, c'est pas sain. Il faut qu'il y ait, si on veut, ok, gagner de l'argent c'est bien, mais il faut que ça soit porté par une intention saine, une intention qui vient du soi, d'accord? Donc moi, si
je me lance dans un projet qui me dépasse et que je commence à avoir peur, je me rappelle que oui, mais attention, souviens-toi de l'intention dans laquelle tu l'as fait. Donc je réexamine cette intention, je me dis, mais est-ce que cette intention, elle est bien ou pas? Et elle me paraît bien, ah bah oui, elle me paraît bien, bon bah ok, on continue. Dans le contexte actuel, il y a énormément de contraintes au service du bien-être individuel de la collectivité, disent-ils. Si moi, mon intuition me dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que... Ça, c'est pas une intuition. Ah, c'est le mental qui c'est le s'exprime. mental qui dit Oui. ça. D'accord. Et comment tu le sais? Ben, si ça ne contient pas l'information, l'intuition, elle voit ce qui n'est pas normal. Ouais. Si c'est juste se dire il y a quelque chose qui n'est pas normal, sans te donner une idée de ce que c'est pas une intuition, c'est un constat de quelque chose qui n'est pas normal. Le mental peut à lui seul faire ce constat. Si c'est le mental qui fait ce constat, ça s'arrête là. S'il y a une intuition qui me dit cette contrainte de liberté ne m'apporte pas la joie, ça serait de l'intuition. Moi, mon sens, j'ai l'impression que l'intuition t'apporte une force, en fait. Oui, alors, bien sûr. Alors que le mental, non. C'est plus l'émotion, hein. D'accord. C'est plus les émotions supérieures, l'émotion de joie, l'émotion d'amour, etc., qui t'apportent une force parce qu'elles contiennent des informations qui peuvent être subtiles, puissantes. Si on dit que, j'ai pas le temps de tout expliquer là-dessus, mais si on dit que les émotions supérieures, la joie, l'amour, etc., enfin, la passion, c'est aussi de cet ordre-là, hein, sont liées aux hautes fréquences. On sait que les hautes fréquences peuvent contenir beaucoup plus d'informations, et notamment subtiles, que les basses fréquences. D'accord ? Quand on est dans la peur, c'est une émotion de basse fréquence, elle ne peut pas contenir d'informations. Donc là, c'est la fuite, quoi. Hein. Il y a le fait que, bon, alors, je ne sais pas si on peut aborder cette histoire, qui amène à comprendre pourquoi est-ce qu'on crée notre futur par les émotions, et pas par le mental. Là, je ne sais pas si je peux aborder ça, ça me paraît très important. En fait, voilà, c'est en lien avec la théorie que j'expose dans mes livres, notamment que j'ai précisé dans le dernier. La mécanique ne détermine pas le cours des événements, sauf à court terme. D'accord ? Le déterminisme est faux, c'est le fait de croire que tout est déterminé à partir de causes dans ce qui va arriver dans le futur, c'est faux. La mécanique quantique nous l'a montré, la théorie du chaos également. Et en fait, ce que fait la mécanique, c'est que la mécanique crée non pas un futur unique, mais une multiplicité de futurs, un multivers de possibilités. D'accord ? Ce que fait la mécanique, c'est qu'elle crée un arbre de vie. C'est-à-dire, elle dit, bon, tiens, à tel moment, là, il va y avoir une bifurcation, et telle décision va être prise. Et ce n'est pas la mécanique qui décide. Donc, ce n'est pas le mental. Puisque le mental, il fonctionne un peu comme un ordinateur. D'accord ? Il y a une logique causale. Et les lois physiques ne font que déterminer, donc les lois physiques ne font que déterminer un champ des possibles, un arbre de vie, un multivers. D'accord ? Et donc, il y a des bifurcations où des choix sont faits. Des choix émotionnels. Eh bien, ces choix, ils ne peuvent pas être faits par le mental, ils sont faits par l'émotionnel. Ils sont même réglés d'avance par l'émotionnel. L'émotionnel, c'est la vibration de la conscience. C'est la vibration de la conscience qui détermine la trajectoire de notre GPS à l'intérieur de cet arbre de vie. Mais quand tu as un climat de peur comme ça, qui guide l'émotionnel... Quand la peur guide l'émotionnel, on peut être à peu près certain qu'on est en train d'adresser le futur négatif. Le futur qui va justifier cette peur, le futur qui va nous aliéner. D'accord ? Individuellement et collectivement. Individuellement ou collectivement, tout à fait.
La peur nous oriente vers le futur qui va nous faire vivre la raison d'être de cette peur. D'accord ? Alors que la joie fait exactement le contraire. Donc, en clair, il s'agit au final de faire confiance en son intuition, à la joie qu'elle procure, Voilà. et de ne pas s'en écarter. Ben, on s'en écarte toujours un peu. Intuition et intention, hein, c'est mêlé. Si d'abord on fait attention avec nos intentions, lorsqu'on fait quelque chose, on s'assure toujours du fait que l'intention qui est à l'origine de ça est quelque chose qui a été puisé au fond de soi, qui nous plaît, quoi, qui nous a mis en joie dans l'idéal. Qu'on a vraiment envie de se réaliser, parce que c'est un peu le sens de notre vie, de faire ce genre de choses. L'intention, elle est saine, et dans ce cas-là, elle va produire un futur positif qui va, en retour, rétrocausalement, engendrer des synchronicités ou des intuitions qui vont nous guider sur le bon chemin. Et donc, dans un second temps, on va percevoir intuitivement ce qu'il faut faire pour aller vers cette destination qui a été programmée par l'intention initiale. Donc c'est toute une magie de la vie qui se déploie à partir finalement de cette hygiène émotionnelle. Finalement, on a tellement dénigré l'émotionnel dans ce paradigme matérialiste qu'on a oublié que dans l'émotionnel, il y a un émotionnel qui nous emmène vers le désastre, mais il y a un émotionnel qui nous emmène vers la magie de la vie. Merci Philippe pour tous ces éclairages qui, je l'espère, va accompagner les parents, les enseignants, les grands-parents et nous aider tous pour traverser ce tunnel dans lequel nous sommes, on peut le dire. Merci encore à toi. Merci à toi aussi.